Monsieur le conseiller du directeur général du COFEB, Monsieur le conférencier, professeur Mbaye Diène, honorables invités, en vos rangs, titres et qualités, très chers auditeurs de la 44e promotion du COFEB. C'est avec grand plaisir que je prends la parole pour introduire la conférence et vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette rencontre au cours de laquelle nous allons être édifiés sur les politiques pertinentes pour la relance économique de nos pays en période post-Covid. Notre joie est d'autant plus grande de nous retrouver dans cette mythique salle qu'est l'amphithéâtre A du COFEB, qui accueille depuis plus de 40 ans d'éminentes personnalités du monde académique ainsi que des hauts responsables des structures internationales et régionales pour des conférences et séminaires. En effet, notre dernière rencontre ici, notre dernière conférence dans ces locaux, remonte au 3 janvier 2020, où nous avons accueilli le professeur Abdoulaye Ndiaye de la Stern School of Business de l'Université de New York et chercheur à la Federal Reserve Bank de Chicago. Il effectuait un séjour de recherche au sein du COFEB. Et durant la période d'interruption du présentiel, du fait de la crise sanitaire, les conférences se sont poursuivies en ligne sous forme de webinaires. Et compte tenu de l'évolution favorable de la situation, la direction générale du COFEB a jugé opportun d'organiser la conférence de cet après-midi en présentiel dans cette salle pour un contact de proximité avec l'auditoire, notamment nos 23 auditeurs de la 44e promotion du COFEB, mais aussi pour favoriser des interactions plus dynamiques entre le conférencier et le public. Mesdames et messieurs, la conférence de cet après-midi sera animée par le professeur Mbaye Diène, qui est le professeur associé au COFEB. Elle est placée sous la présidence de M. Patrick Kodjo, le conseiller du directeur général du COFEB, qui est par ailleurs modérateur de la conférence. Notre rencontre va se dérouler ainsi qu'il suit. Dans un premier temps, le conseiller du directeur général du COFEB va prononcer son mot introductif. Ensuite, le professeur Diène sera invité à présenter son exposé. À la suite de la présentation du conférencier, la direction des études et de l'intégration régionale de la BCEAO fera une intervention. Puis suivra la phase des questions et commentaires des participants, auxquels les intervenants apporteront des éléments de réponse ou des précisions nécessaires. Enfin, le conseiller du directeur général prononcera la clôture de la conférence. Afin d'éviter des nuisances sonores, je voudrais inviter les participants, chacun d'entre nous, à mettre son téléphone sous silencieux. Et comme il est des traditions, je vais vous présenter le conférencier à travers un résumé de son parcours académique. Monsieur Mbaye Diène est professeur titulaire en sciences économiques depuis 2018, titulaire de chaire. Il intervient en qualité d'enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est également professeur associé au COFEB depuis 2016. Il dispense des cours magistraux et des travaux dirigés sur des diverses spécialités en sciences économiques aux étudiants de l'UCAD, de l'ENSAE, du CESAG, de l'Université Dakar-Bourguiba, de l'Université Clermont-Ferrand-Auvergne et bien sûr aux auditeurs du COFEB. Les domaines de recherche du professeur Diène sont multiples et portent principalement sur l'économie de l'information et de l'innovation, l'économie industrielle et de l'emploi, les finances publiques, l'économétrie. Ces travaux sont largement publiés dans des revues économiques en langue anglaise et française sur des thèmes divers et variés.
Chercheur prolixe, il a à son actif 16 articles de référence. Outre ses activités d'enseignement et de recherche, le professeur Diène a participé en qualité d'encadreur et membre du jury à plus de 35 soutenances de thèses de doctorat en sciences économiques dans plusieurs universités et centres de formation en Afrique et en Europe. Tout au long de son parcours d'enseignant et de chercheur, il a occupé les principales fonctions suivantes. Directeur du département d'économie, de l'information et de l'innovation du Consortium pour la recherche économique et sociale, CRES, depuis 2016, chef du département du génie économique de l'Université Bourguiba depuis 2007 et vice-doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, FASEG, de l'Université Cheikh Anta Diop de 2014 en 2020. Mesdames, Messieurs, donc après cette brève présentation du conférencier, je voudrais inviter Monsieur le conseiller du directeur général du COFEB à bien vouloir prendre la parole pour la présidence et la modération de la conférence. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, messieurs les directeurs ici présents, je ne vois pas de directeurs généraux, donc je suppose qu'il n'y a pas de directeurs généraux. Donc, mesdames et messieurs les collègues, mesdames et messieurs les auditeurs, monsieur le professeur Mbaye Diène, je voudrais vous souhaiter à tous, au nom des autorités et surtout le directeur général empêché, la bienvenue au COFEB à cette conférence actualité portant sur le thème « Relance post-Covid, quelle politique économique pour les pays africains ?» Mais avant de passer la parole à notre cher professeur, j'aimerais pouvoir dire 2 ou 3 choses. Alors, la première chose, pourquoi le choix de ce thème? Bon, c'est simple. Il y a 2 jours, nous avons lancé une masterclass avec le COFEB et HEC sur le thème « La banque dans la révolution numérique, les nouvelles règles du jeu ». A priori, il n'y a aucun lien entre le thème « La post-Covid » et la révolution numérique. Mais pourtant, si, il y a un lien, et ce lien, c'est la crise de la Covid-2019. Même cette crise qui, au regard de son caractère multiforme, a bouleversé les habitudes de tout le monde, a bouleversé les habitudes de l'ensemble des acteurs économiques et financiers. En particulier, sur le plan économique, social et sanitaire, elle a eu des conséquences énormes. Au plan économique et qui nous réunit aujourd'hui, elle a eu des répercussions sur l'ensemble des secteurs, primaires, secondaires et tertiaires. Jusqu'à ce jour, certains secteurs peinent encore à se relever des effets néfastes de cette pandémie, aussi bien à l'échelle internationale que dans les pays à revenus faibles. Alors, la deuxième chose, c'est les pays de l'UEMOA. Alors, mais quelle a été un peu la situation des pays de l'UEMOA mais par rapport à cette crise? Les pays de l'UEMOA ne sont pas restés en marge du processus. La crise a également eu un impact important sur nos économies. Pour y faire face, et je me rappelle bien en 2020, les États ont mis en place de véritables mesures de riposte. Et ces mesures de riposte nous ont occupé beaucoup à la Banque centrale, en tout cas bon, quand j'étais à la DGEM, mais toute l'année 2020. Un peu moins en 2021, mais en tout cas toute l'année 2020, les mesures de riposte nous ont vraiment occupés. En plus de ça, les autorités monétaires, donc la Banque centrale que nous sommes, a accompagné les États dans le processus en assouplissant les conditions d'accès à la liquidité.
Aujourd'hui, nous avons notre jeune frère de la Direction générale des études économiques et de la monnaie, et qui va venir nous rappeler un peu ce que la Banque centrale a fait en matière d'assouplir les conditions d'accès à la liquidité. En tout cas, mais pour ce qui touche les bons Covid, les bons de soutien, les bons de résilience, les obligations de relance. Et en plus de ça, nous nous sommes tournés vers les partenaires techniques et financiers, autrement dit, les bailleurs de fonds. Et nous avons mobilisé d'importantes ressources. Le FMI, la Banque mondiale, la BAD et tous les autres bailleurs de fonds. Et cette question de mobilisation des ressources, d'ailleurs, est toujours d'actualité, mais puisque, pas plus tard que le mois de mai dernier, il y a eu une conférence, la Commission économique de l'Afrique, sur le financement de la relance en Afrique. Alors, mais quels ont été les résultats mais pour les pays de l'UEMOA? Alors, à ce sujet, il faut dire que nos économies, en tout cas, mais pour ce qui nous concerne, ont fait preuve d'une résilience. Bon, peut-être pas extraordinaire, mais nous avons fait preuve d'une résilience remarquable. Mais quand on prend un peu les principaux indicateurs macroéconomiques, il ressort qu'en dehors de l'année 2020, où la crise s'est véritablement ressentie, à partir de 2021, les États membres de l'UEMOA ont commencé à s'inscrire dans une trajectoire de relance, ou en tout cas de reprise, mais de la croissance économique. Alors, mais quelques chiffres assez rapidement. En 2020, quand je quittais la DEIR, nous étions, je crois, à 1,8% de croissance en 2020. Mais en 2021, ou en tout cas à fin 2021, nous sommes remontés autour de 6%. Et à fin 2022, on prévoit que nous soyons autour de 5-6%. Le déficit budgétaire, le déficit lié au fait que nos États ont fait beaucoup de dépenses dans le cadre donc de cette pandémie, était en 2020 au niveau de 5-6%. Aujourd'hui, à travers les différents rapports, nous escomptons un niveau de 3,6 à la fin de l'année 2022. Donc, légèrement supérieur à la norme de 3%. Les comptes extérieurs ont quand même bien tenu le coup, même si je reconnais que, bon, quelque part, le solde des transactions courantes s'est quand même situé à un niveau assez élevé à fin 2021 et est toujours prévu autour de 6% en 2022. En revanche, nos réserves de change, donc la situation monétaire est demeurée relativement favorable, mais puisque nous arrivons toujours à couvrir jusqu'à 6 mois d'importation en devises. Donc, en gros, des perspectives, disons, des perspectives favorables pour nos économies, à l'exception notable d'un seul indicateur, l'inflation. L'inflation aujourd'hui est qui devient la source de notre préoccupation. L'inflation au plan mondial, liée peut-être à la guerre en Ukraine, et qui fait que même cette inflation au plan mondial vient nous affecter également au plan interne. Donc, pour une norme de 3% de taux d'inflation, nous sommes aujourd'hui à 6,4. Et on était à 3,6 en 2021. En 2020, on était à 2,1%. Et jusqu'à présent, l'inflation était le principal indicateur que nous maîtrisions le plus. Mais pour ce qui concerne la Banque centrale. Mais aujourd'hui, avec les risques de pénurie liés aux difficultés d'approvisionnement à l'échelle internationale, pour les produits que nous importons, mais certains évoquent même les risques de famine au niveau du continent. Je crois la dernière fois, le président Macky Sall en parlait. Donc, autant de questions et qui nous agitent à travers la Covid-2019. Récemment encore, début juin, le comité de politique monétaire de la Banque centrale a augmenté de 25 points de base les principaux taux directs, à savoir le prêt marginal et puis notre guichet, le taux minimum de soumission. Alors, derrière ce processus, se pose une question, la question de la relance post-Covid. Quelle politique économique pour nos pays? À quel modèle de relance nous devons penser dans ce contexte de post-Covid?
Est-ce que nous devons continuer avec les modèles actuels ou réfléchir à des politiques économiques moins dépendantes de l'extérieur? La question dont nous discutons depuis les indépendances, la transformation structurelle de nos économies, demeure encore d'une actualité brûlante. Et à cela, maintenant, s'ajoutent les éléments liés au changement climatique. Autant de questions, mais pour notre conférencier d'aujourd'hui, le professeur M. Mbaye Diène, professeur de rang A, c'est ça, de rang A associé au COFEP, va tenter de nous apporter des réponses. À la suite de M. Mbaye Diène, nous avons notre collègue, jeune frère de la direction des études économiques et de l'intégration régionale, le directeur, M. Mekamara, et qui va venir me compléter la présentation par les aspects pratiques, les aspects liés à la Banque centrale, les mesures que la Banque centrale a eu à prendre, ou en tout cas les perspectives que nous avons en matière de reprise post-Covid 2019. Monsieur Mekamara a 10 minutes, 10 à 15 minutes, pour pouvoir nous délivrer la quintessence de son message. Après quoi, nous allons prendre les questions telles que le directeur, M. Aboutou, l'a dit, et allons essayer de clore donc la conférence. Voilà, mais brièvement me présenter les quelques mots que je voulais vous dire avant de passer la parole au professeur M. Mbaye Diène. Je vous remercie de votre attention. Moi, pour me simplifier les choses, j'aurais bien aimé traiter le sujet, par exemple, relance économique post-Covid. Quelle politique pour le chef de mon quartier? Et là aussi, c'est sûr que j'aurai des difficultés. Donc, c'est dire que, voilà, il faudra faire des arbitrages pour aborder ce thème vaste. Et tout à l'heure, donc, je présenterai la démarche que j'ai suivie pour procéder à des arbitrages. Monsieur le conseiller a esquissé tout ça tout à l'heure, l'ossature du texte justement, parce que je vais m'intéresser beaucoup plus aux aspects capital humain, transformation structurelle et puis transition énergétique. Mais ça ne signifie pas que les autres secteurs ne sont pas importants et ne méritaient pas d'être traités dans cette conférence. Alors, les nouvelles dynamiques économiques et sociales vécues par les pays d'Afrique depuis 2020 rendent urgente et indispensable une réflexion sur une réaction post-Covid. Alors, quand la pandémie est apparue, elle a secoué le monde par la rapidité de sa diffusion et par son étendue. Des vies ont été affectées et des économies secouées. Et il faut le reconnaître, les réactions des autorités publiques furent à la hauteur de l'incertitude face à un univers inconnu, plein de périls sanitaires et de risques socio-économiques qui s'est ouvert devant elles. Et il faut saluer évidemment la réaction spontanée des autorités, qu'elles soient publiques, qu'elles soient monétaires. Ces réactions d'urgence à des degrés divers ont modifié les trajectoires de développement des pays, tout en mettant à nu leurs faiblesses intrinsèques. Cet aspect-là aussi, il est important parce que la pandémie a permis d'identifier des faiblesses et qui ont attiré l'attention donc des autorités et qu'il fallait donc combler des gaps qui étaient insoupçonnés. Des programmes de développement ont été accélérés ou modifiés pour s'adapter et réduire les effets de la pandémie. Ça, c'est au niveau global. Maintenant, en Afrique, on observe aussi une diversité dans la manière dont les pays ont réagi, dans les capacités et les effets des réactions. Certains pays ont nécessité justement un appui extérieur pour pouvoir faire face à la situation nouvelle. Les politiques de développement qui permettraient une plus grande résilience
face aux chocs exogènes sont donc d'une cruciale actualité. Et cette résilience, c'est l'idée de pouvoir faire face non seulement à des chocs, mais pouvoir aussi supporter les conséquences dues à ces chocs. Alors, de plus, les conflits que traversent certaines zones dans le continent et en Europe risquent d'engendrer des nouvelles difficultés économiques, ce qui veut dire que nous devons tirer expérience donc, de ce qui s'est passé. Et puisque dans le futur déjà, dans le présent et dans le futur, des mêmes choses peuvent se répéter, donc il faut que nous nous armions et que nous sachions de quelles armes il faut disposer. Alors, dans l'ensemble, le schéma de développement économique dominant en Afrique, on le sait, est celui du libéralisme, qui magnifie une circulation croissante des biens, des facteurs de production et de la technologie, en entraînant dans son sillage donc des défis économiques, socio-écologiques et humains. Alors, bien qu'ayant encouragé la solidarité sociale et renforcé la baisse des émissions de gaz à effet de serre qui affectent le dérèglement climatique, la crise de la Covid, vu ses conséquences sur les populations et sur les activités, a rapidement fait ressurgir et exacerber les insuffisances liées à ce schéma de développement. Non seulement il y a l'aspect interdépendance, mais aussi il y a un aspect de complémentarité. Dès qu'il y a une rupture quelque part, cela se répercute donc comme une chaîne. Et ça aussi, c'est une leçon que l'on a prise grâce, entre guillemets, à cette pandémie, cette interdépendance des économies et cette interdépendance aussi sectorielle, donc au sein des économies. Alors, en réalité, la précarité des emplois est devenue plus manifeste. De plus, l'approvisionnement alimentaire, les secteurs des transports publics, de la santé et de l'éducation ont fait l'objet de mesures d'adaptation particulières, pratiquement dans tous les pays. Les systèmes de santé ont très tôt montré leurs limites, même dans les pays occidentaux, dans les pays dits développés, et surtout dans la prise en charge des personnes âgées ou vulnérables. Des secteurs économiques ont été très affectés. Les autorités publiques ont dû soutenir les entreprises à cause de la chute de la demande qui les exposait à des situations financières préoccupantes. Il y a eu beaucoup d'études, en tout cas, pour montrer les conséquences sur les entreprises du fait non seulement de la rupture de leur chaîne d'approvisionnement, mais aussi du fait de la chute de la demande qui leur était adressée. Et ça aussi, évidemment, ça se répercute sur les emplois. Alors, des efforts pour un changement économique permettront de conserver ce que l'on peut mettre sur la balance sous l'appellation d'externalité positive de la pandémie. Donc, pour dire que tout n'a pas été noir, tout n'a pas été négatif. Donc, en envisageant une révision des politiques de développement en Afrique, avec des stratégies conduisant à une relance énergétique, équitable et durable des économies. La Covid a montré qu'une prise de conscience collective, une réactivité et une solidarité généralisée sont des atouts pour faire face à toute forme d'incertitude. Mettre en place les conditions d'une plus forte aptitude à supporter de nouveaux chocs est un souci majeur des États et demeure un souci. Alors, la question est de savoir quels sont les champs de politique économique post-pandémie qui non seulement garantissent la relance économique, mais aussi offrent un potentiel élevé de protection face aux chocs exogènes courants et à venir. Quand nous parlons de chocs exogènes courants, nous pensons justement aux défis sécuritaires qui s'exacerbent autour de nous. Nous pensons aussi à ce qui se passe en Europe comme conflit. Et évidemment, rien ne dit que nous sommes toujours à l'abri d'une relance de la pandémie.
Une politique de développement post-Covid part nécessairement des préoccupations spécifiques suivantes. Quelle nouvelle direction faut-il donner à la trajectoire de la croissance pour un développement plus résilient? Qu'est-ce que le continent a comme potentialité à exploiter et à renforcer? Qu'est-ce qui doit être évité pour ne plus être pris au dépourvu par des chocs? Alors, il est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, réfléchir sur tout un continent impose de faire des arbitrages, de choisir des secteurs ou des domaines sur lesquels s'appesantir. Le financement, par exemple, du développement des entreprises, l'appui au secteur de l'énergie, des transports, à l'emploi sont autant de chantiers importants pour la politique économique. Un domaine n'est donc pas choisi parce qu'il est prioritaire ou délaissé parce qu'il est en secondaire. Néanmoins, en dehors de toute tentative de classification des champs de réflexion, un exercice de déchiffrage peut se faire par souci de lisibilité et au vu de l'actualité, en se posant des questions simples en tant que chercheur. On se dit qui va, c'est-à-dire qui est concerné. D'accord, qui est l'acteur? C'est l'être humain. Et il va vers où? Vers quelle direction? Vers la direction de son développement. Et comment? C'est-à-dire par quelle stratégie? Eh bien, c'est par la transformation structurelle. Et avec quoi? Par quels moyens? Eh bien, par le milieu naturel. Donc, c'est ce fil conducteur qui nous a guidés dans cette réflexion, donc, qu'on peut éclater en plusieurs branches. Telle est donc l'articulation des questions auxquelles nous nous intéressons. Sachant que le champ ouvert est très vaste, nos préoccupations tournent donc autour des idées suivantes: le développement humain, d'accord, l'acteur, le processus de transformation structurelle en Afrique, donc les stratégies, la transition énergétique, donc les moyens. Faisons rapidement l'état des lieux, surtout pour le développement humain et la transformation énergétique, plutôt la transformation structurelle. Alors, sur le développement humain, il est possible, par l'IDH, qui concentre des informations sur le niveau de vie, la santé, l'éducation, de classer les pays selon leur niveau de développement humain. Mais on peut aussi s'intéresser à un aspect plus spécifique, c'est-à-dire le capital humain. Donc, nous nous penchons de façon plus spécifique sur l'évolution de certaines composantes de ce développement, notamment les emplois vulnérables, les espérances de vie, sachant que l'emploi participe au relèvement du niveau de vie et à l'espérance de vie. Nous avons donc esquissé un schéma qui nous permet de voir l'évolution des emplois vulnérables en pourcentage des emplois en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, dans le monde et dans l'Union européenne. Évidemment, on a l'habitude de dire aux auditeurs, aux étudiants, qu'un graphique, un tableau doit se suffire à lui-même, mais là, par souci de clarté, de lisibilité, donc nous n'avons pas présenté les intitulés des axes. Néanmoins, donc, nous avons l'axe des abscisses comme axe des années et puis l'axe des ordonnées pour les pourcentages. Alors, ce que l'on constate, c'est que d'abord, il y a une dynamique linéaire, hein, donc il n'y a pas beaucoup de changements, sauf que l'Afrique subsaharienne est beaucoup plus exposée. C'est là où l'on trouve le plus d'emplois vulnérables, donc des personnes qui sont employées dans les foyers, qui ne sont pas rémunérées, ou bien des personnes qui s'auto-emploient et donc dont l'emploi dépend des conditions de vie, des conditions de marché. D'ailleurs, avec la pandémie, on a vu combien ont souffert les gens, des marchands ambulants, par exemple, combien ils ont souffert. Tout ça, cela relève des emplois vulnérables.
Et l'on voit que c'est vraiment élevé, le taux est vraiment élevé en Afrique. Et on n'a même pas encore une tendance décroissante. Le taux est beaucoup plus faible dans les pays de l'Union européenne, avec une certaine variabilité pour les pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Mais la leçon principale à tirer de ce graphique, c'est que, voilà, en Afrique subsaharienne, la situation est très, très précaire. On s'est intéressé plus particulièrement aux femmes, et là aussi, il n'y a pas de changement. La situation est beaucoup plus précaire en Afrique subsaharienne que dans le reste du monde, en Afrique du Nord, dans l'Union européenne aussi, avec maintenant une accentuation de la variabilité en Afrique du Nord et dans les pays de Moyen-Orient, mais le classement demeure toujours. Nous sommes aussi penchés sur les espérances de vie des hommes. Là aussi, la leçon est claire. Dans les pays de l'Union européenne, les espérances non seulement sont croissantes, mais dominent non seulement le reste du monde, dominent aussi l'Afrique subsaharienne, où les espérances de vie, bien connaît une tendance croissante aussi. Donc en Afrique subsaharienne, les espérances sont beaucoup plus faibles. Cette dynamique croissante, vraiment, elle est porteuse d'espoir. Néanmoins, la situation reste toujours alarmante parce qu'on est en deçà de 60 années de vie pour les hommes. Donc je n'ai pas osé faire pour les femmes. Maintenant, toujours au niveau du développement humain, donc nous sommes penchés juste sur l'éducation pour voir quels sont les efforts qui sont fournis par les États pour supporter l'éducation. Et dans ce graphique, nous voyons donc les parts des dépenses publiques d'éducation dans les dépenses de l'État. Et la leçon à tirer, elle n'est pas paradoxale, mais ce qu'on constate, c'est que les parts sont beaucoup plus élevées dans les pays d'Afrique subsaharienne que dans les pays de l'Union européenne, et même par rapport à la moyenne mondiale. Il y a certes une variabilité, mais la leçon à en tirer est que, voilà, donc les efforts sont là en Afrique, les efforts sont constants. Peut-être que si les parts sont beaucoup plus faibles dans les pays de l'Union européenne par rapport aux pays d'Afrique subsaharienne, c'est peut-être aussi parce que dans ces pays, la part du privé dans les dépenses d'éducation est assez élevée. Donc là, ce sont, en résumé, donc, les leçons qu'on peut tirer des graphiques. On constate le retard de l'Afrique subsaharienne, surtout sur ce qui est lié au développement humain, aux investissements dans le développement humain et dans le capital humain. Et d'ailleurs, c'est ça qui explique la place importante qu'occupe le capital humain et l'éducation dans le projet sur le capital humain initié par le groupe de la Banque mondiale. C'est une initiative mondiale prise en 2021 pour intensifier et améliorer les investissements dans les populations et pour accroître l'équité et accélérer la croissance économique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les institutions internationales, en tout cas qu'elles soient financières ou pas, comme la Banque mondiale, la CNUSED, ces institutions ont tiré une leçon quand même de la pandémie, c'est-à-dire la nécessité de créer de nouveaux indices, de nouvelles méthodologies qui permettent de mesurer non seulement les performances des économies, mais aussi de comprendre quels sont les facteurs qui expliquent les différences de résilience après la survenue de la pandémie. Donc c'est pourquoi on verra maintenant, il y a pléthore d'indices nouveaux développés en 2020, 2021, juste pour saisir ce phénomène
et c'est entre guillemets grâce donc à la pandémie. C'est pourquoi la Banque mondiale a créé donc l'indice avec l'appui du prix Nobel Romer, l'indice du capital humain qui mesure la contribution de l'état de santé et de l'éducation à la productivité du travail. La valeur globale de l'indice, comprise entre 0 et 1, mesure la productivité future d'un enfant né aujourd'hui par rapport à une valeur de référence correspondant à un bon état de santé et une éducation complète. Donc cet indice, il est récent. La dernière valeur n'existe que pour 2020. Nous avons esquissé donc l'indice pour les pays d'Afrique subsaharienne et en rouge les pays de l'UEMOA. À titre de comparaison, nous avons les indices des pays comme la Chine, l'Allemagne et le Canada, donc des indices les plus élevés au niveau mondial. Et ce que l'on constate évidemment, c'est que il y a une certaine harmonisation au niveau des pays d'Afrique subsaharienne et de légères différences entre les pays de l'UEMOA. Peut-être une leçon qu'on pourrait essayer de tirer, on peut juste essayer. Au regard de ce graphique, on voit que les pays dont l'indice est le plus faible sont le Niger et le Mali, ou bien le Burkina. Pour ceux dont l'indice est le plus élevé dans l'UEMOA, donc on voit Togo, Sénégal, Bénin. On a peut-être le sentiment que là, il y a une dichotomie entre les pays qui ont des défis sécuritaires et les pays qui ne sont pas dans cette situation-là. On peut tenter de le faire et on peut essayer de voir, peut-être dans des recherches futures, est-ce qu'il y a une liaison entre la situation sécuritaire et le niveau de capital humain dans les pays. Néanmoins, le graphique est assez parlant. Donc, à gauche, les pays qui ont des problèmes de sécurité. Maintenant, passons aux capacités productives. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la CNUSED a créé un nouvel indice qui est un outil qui mesure la capacité d'un pays à réaliser une transformation sociale et économique. Et cet indice permet de suivre les progrès des pays vers le développement durable. C'est un indice qui agrège 8 domaines: le capital humain, le capital naturel, le changement structurel, l'énergie, le secteur privé et les institutions, le transport et les technologies de l'information et de la communication. Cet indice, parce qu'il y a aussi une rétroévaluation de l'indice. Donc c'est pourquoi nous avons des valeurs depuis 2000, alors que l'indice n'a été créé que récemment, donc après la pandémie. Donc ce graphique montre l'évolution de l'indice de 2000 à 2018 pour les pays africains. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a une évolution positive quand même, parce que entre 2000 et 2018, les surfaces, si on peut dire ainsi, se sont éclaircies. Donc, si cela devient plus clair, alors l'indice est plus élevé. Donc, au niveau des pays de l'UEMOA, on constate vraiment que l'indice s'est bien éclairci, ce qui veut dire que voilà, l'indice de transformation structurelle, en tout cas, a augmenté pour ces pays. Pour les pays du Maghreb aussi, cela même est passé au-delà de 35. Évidemment, pour l'Afrique du Sud aussi. Peut-être c'est au niveau de l'Afrique centrale qu'on n'a pas trop de changements, trop d'améliorations, et puis au niveau de la corne de l'Afrique. Mais la leçon principale à en tirer, c'est que voilà, on a quand même un processus de transformation structurelle qui s'est engagé depuis 2000. Alors, concrètement, les premiers pays africains sont l'île Maurice, classée 46e au monde, suivi de l'Afrique du Sud, 74e, et de la Tunisie, 85e. Donc, ce qui veut dire que voilà, l'Afrique
néanmoins en retard par rapport aux autres pays du monde. Il y a néanmoins, comme j'ai dit, une évolution positive pour la plupart des pays africains et particulièrement pour tous les pays de l'UEMOA. Alors, maintenant, concernant la transition énergétique, je n'ai pas traité de l'état de lieu même de la transition énergétique. J'ai parlé du développement humain, de la transformation structurelle. J'ai préféré traiter de la transition énergétique de façon beaucoup plus spécifique. Pourquoi? Parce que c'est vraiment important. D'ailleurs, la BAD s'en est rendu compte. Son rapport sur les perspectives de développement économique, en fait, sur les perspectives économiques de l'Afrique de l'année 2022, porte exactement sur la résilience et la transition économique. Donc, pour dire que vraiment c'est d'actualité et que c'est vraiment quelque chose de crucial maintenant, il faut que nos autorités se penchent beaucoup plus profondément quand même dessus. Alors, les pays d'Afrique subsaharienne utilisent des énergies renouvelables. Là, je me suis contacté justement, je me suis consacré aux pays d'Afrique subsaharienne pour essayer de rétrécir un peu le champ de réflexion. Les pays d'Afrique subsaharienne donc utilisent les énergies renouvelables dans leur consommation totale d'énergie à des degrés divers. Et nous avons esquissé un graphique qui montre les pourcentages moyens d'utilisation des énergies renouvelables selon les pays, donc sur la période 90-2020. Et voilà ce qui se présente. En rouge, donc, le pourcentage de l'Afrique subsaharienne, autour de 41%. Donc, l'axe des abscisses porte donc les pourcentages. Et la leçon principale que l'on en tire, c'est que vraiment, il y a une diversité au niveau du continent. C'est peut-être expliqué aussi par les différences de potentialité en énergie renouvelable. Néanmoins, il y a une diversité. Et puis, cette diversité, il y a une hétérogénéité géographique aussi. Ça aussi, c'est une leçon qu'on peut en tirer. Donc, le niveau de développement n'intervient pas. Donc, c'est plutôt, de notre point de vue, les capacités en énergie renouvelable. Donc, pour exploiter maintenant ces informations, nous avons regroupé les pays selon leur utilisation d'énergie renouvelable. Donc, nous avons formé 4 groupes. Un groupe qu'on appelle GF, donc avec une faible part inférieure à 10%. Les énergies renouvelables sont faiblement utilisées dans ces pays, comme donc la Mauritanie, Botswana, Cameroun, etc., jusqu'au Burundi. Vous voyez, donc il y a vraiment une diversité géographique. Le groupe de pays qui utilisent assez faiblement les énergies renouvelables, donc 10% à 30% de la totalité des énergies, donc le Burkina, le Mali, jusqu'à la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Libéria. Un groupe de pays dont le taux d'utilisation se situe entre 30% et 40%, un groupe dont la part est assez élevée, donc Togo, Sénégal, Tanzanie, Mozambique, Kenya et Zambie. Maintenant, l'autre groupe dont la part est élevée, Madagascar, Gabon, jusqu'à Côte d'Ivoire et au Soudan. Donc cette classification-là, déjà, c'est une première approche pour se dire, voilà où l'on en est dans les utilisations d'énergie renouvelable. Alors, en dehors maintenant des obstacles politiques et des coûts du changement, il est possible d'envisager un principe qui fait qu'une large gamme de politiques peuvent être appliquées quel que soit le pays. Alors, ce principe, c'est qu'on peut stimuler la croissance en augmentant les quantités et les qualités de facteurs de production en ayant une idée assez claire sur la valeur du stock d'actifs renouvelables dont dispose le pays. Donc l'idée c'est quoi? On est sur une trajectoire de croissance. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on peut se maintenir sur cette même trajectoire en passant par la transition énergétique qui nous permettrait non seulement d'économiser en termes d'énergie, en termes de coûts, mais aussi qui nous permettrait de relancer la demande interne tout en garantissant la même dynamique et peut-être même une dynamique meilleure. Et c'est ça le principe
derrière la transition énergétique. Et c'est à la portée des pays d'Afrique en général et d'Afrique subsaharienne en particulier. Alors, une fois que cette idée est acquise, quelles sont les politiques qu'on peut initier et qui peuvent être fondées sur les enjeux de l'énergie renouvelable et qui peuvent accroître les revenus des pays d'Afrique subsaharienne, qui peuvent réduire le risque de faire peser sur les générations futures les coûts et les effets des changements climatiques. Alors nous sommes posé cette question et puis nous avons regroupé les pays selon leur capacité en énergie renouvelable, et l'on a constaté que l'énergie éolienne peut être utilisée dans tous les pays d'Afrique pour produire de l'électricité. La géothermie aussi peut être développée dans le groupe de pays dont l'utilisation est assez élevée, l'utilisation des énergies renouvelables. L'énergie hydroélectrique aussi est un potentiel qui peut être exploité par les groupes à faible utilisation, assez faible et utilisation élevée, tout comme la bioénergie aussi. Donc les pays peuvent se spécialiser selon leur potentialité. L'essentiel est de savoir que les capacités sont là. Donc bioénergie, énergie éolienne, géothermie, énergie hydroélectrique, c'est possible de les exploiter. Maintenant, le problème qui va se poser, est-ce que nous maîtrisons les technologies même d'exploitation de ces énergies? Alors, quelles sont les stratégies toujours de la transition énergétique? Pour réussir une croissance qui est tirée par les énergies renouvelables, il faut une combinaison de critères de politiques économiques et environnementales articulées autour d'une croissance fondée sur la transition énergétique flexible qui ne perturbe pas les économies. Cette transition énergétique flexible sous-entend qu'elle ne perturbe pas toutes les relations macroéconomiques qui existent déjà dans le pays. Donc, il ne perturbe pas déjà les marchés des emplois, les marchés des biens et services. Donc, que tout cela ne soit pas perturbé et que la dynamique économique puisse se maintenir sur la même trajectoire. Alors, comment y parvenir et quelles sont les stratégies nécessaires? On fait rapidement un passage sur les stratégies nécessaires de la transition économique. D'abord, modifier les technologies de production, les habitudes de consommation et adapter les infrastructures. C'est très vaste, c'est très ambitieux. Déjà, pour modifier les technologies de production, si je viens vers une entreprise qui utilise les énergies fossiles et je lui dis maintenant, n'utilisez plus le pétrole, utilisez l'énergie éolienne, utilisez l'énergie solaire. Maintenant, est-ce que cette entreprise a la capacité de changer ou bien d'adapter ces technologies de production pour pouvoir utiliser ce genre d'énergie? Comment est-ce que moi, en tant qu'État, je vais l'adapter? Donc, ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Mais on peut quand même relever certains points. D'abord, une amélioration de la productivité par l'appui à l'utilisation des énergies renouvelables. Au lieu de vous demander de modifier carrément votre structure productive, je peux vous encourager à utiliser cette énergie petit à petit et vous verrez que cela améliorera votre productivité et cela vous permettra aussi non seulement de conserver mais aussi d'accroître votre consommation d'énergie. Donc il y a un processus qui doit se faire, un accompagnement qui doit se faire. Une adaptation aussi de politiques d'innovation qui tiennent compte des problèmes climatiques, une adoption plutôt, parce que l'État peut appuyer la recherche d'innovation, mais tenant compte de la durabilité. Un appui aussi et une stimulation de la demande de technologies renouvelables par des conditions favorables à l'emploi. Toujours dans les stratégies, il y a bien évidemment la réglementation. Donc il faut mettre de nouvelles réglementations et des politiques idoines pour soutenir les technologies de production, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont combinées à un accompagnement des offreurs et des demandeurs. La réadaptation aussi sur le marché de l'emploi. Là, de nouvelles compétences peuvent apparaître,
Et se posera alors le problème du reclassement des travailleurs issus des secteurs utilisant fortement les énergies fossiles. On peut avoir des travailleurs qui sont spécialisés dans l'utilisation de ces énergies fossiles. Maintenant, est-ce qu'il faut modifier leur formation pour qu'ils puissent utiliser, en tout cas s'adapter à ce nouveau type d'énergie? Ça aussi, il y a un investissement, des investigations à faire, mais aussi un investissement à faire. Néanmoins, des politiques conduisant à d'importantes réductions des émissions de gaz à effet de serre peuvent être suivies d'un faible effet sur la dynamique de l'emploi. Ça, c'est vraiment une phrase d'espoir, en tout cas, que, voilà, essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre ne va pas perturber le marché de l'emploi en Afrique subsaharienne. Évidemment, comme nous le savons tous, nous sommes appelés à adapter nos économies, bien que nous produisions moins de gaz à effet de serre que le reste du monde, et nous en subissons les conséquences beaucoup plus gravement. Alors, l'aide publique au développement aussi et l'attraction des investissements internationaux constituent une stratégie de transition énergétique. Et cela peut aider à appuyer des secteurs transversaux comme les infrastructures, parce qu'il faut maintenant des infrastructures pour pouvoir transporter même ces énergies, le renforcement des compétences humaines, la coopération scientifique et technologique, et là aussi à quel prix? Est-ce qu'il faut acquérir les technologies? Est-ce qu'il faut les apprendre? Par quel processus de diffusion ces technologies peuvent être utilisables en Afrique? Ainsi que voilà, la diffusion donc, des énergies, des technologies fondées sur l'utilisation des énergies renouvelables. Des technologies aussi de production et d'exploitation d'énergie renouvelable, surtout pour la distribution d'électricité. Nous avons la capacité de couvrir tous nos besoins en énergie électrique si nous utilisons les énergies renouvelables. Mais est-ce que nous avons les technologies qu'il faut? Est-ce que nous avons aussi les moyens qu'il faut pour mettre en place ces technologies? Les pays d'Afrique subsaharienne qui sont non producteurs de pétrole y gagneront en autosuffisance énergétique tout en réduisant la facture énergétique des entreprises et des ménages. Alors ça, c'est de façon globale. Maintenant, de façon spécifique, qu'est-ce qu'on peut décider? Donc nous avons esquissé des exemples de mesures spécifiques pour dire que voilà, si on pose le doigt dessus, on passera petit à petit vers la transition. Alors, pour agir concrètement, donc, il y a plusieurs options telles que la tarification de la pollution. Vous êtes un grand utilisateur d'énergie fossile. Donc, je vais essayer de vous décourager, pour vous pousser vers les énergies renouvelables. Donc, je tarifie, je vous taxe quand vous polluez. Donc, l'élimination des subventions qui sont allouées à des secteurs dont les inputs sont dommageables. Donc, vous êtes un gros utilisateur d'énergie fossile, de pétrole, de gaz. Donc, je vais réduire les subventions que je vous alloue, ou bien j'en fais des subventions d'investissement pour que vous investissiez dans ces énergies-là. Donc l'implémentation aussi de programmes d'investissement dans les infrastructures des secteurs comme l'énergie et les transports, l'incitation à une forte utilisation des ressources naturelles. Donc ces deux dernières politiques, de notre point de vue, sont plus à la portée des pays d'Afrique subsaharienne. L'inventaire aussi public des rejets de polluants dans tous les milieux. On identifie vraiment qui sont les plus grands polluants. On établit aussi des permis négociables, des taxes sur la pollution et l'utilisation même des ressources. On réduit aussi les émissions des gaz à effet de serre, des teneurs en plomb des carburants. Et puis, on octroie aussi des subventions à l'achat d'équipements énergétiques respectueux de l'environnement. On établit des normes d'efficacité énergétique dans la production industrielle. Je peux utiliser de l'énergie, mais je peux ne pas l'utiliser efficacement. Donc, essayer de réduire les pertes d'énergie. Ça aussi, ça relève de l'efficacité énergétique. On établit des codes de construction spécifiques dans l'optique des économies d'énergie. Et ça aussi, cela relève de l'efficacité énergétique. Et les Allemands sont très en avance à ce niveau-là sur les questions de non seulement code de construction, les Allemands et les Anglais, et puis donc code de construction et puis normes d'efficacité, surtout l'efficacité énergétique. Le soutien aussi au rachat de l'électricité d'origine renouvelable. Actuellement, même au Sénégal, il y a des
chefs de ménage qui ont des excédents d'énergie renouvelable parce qu'ils utilisent justement l'électricité d'origine solaire et vendent une partie de leur énergie, de leur électricité à la Société nationale d'électricité. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut élargir au niveau national. Et voilà, donc on achète des énergies, des excédents plutôt d'énergie, des excédents d'électricité d'origine renouvelable. C'est possible et cela inciterait les agents à s'y mettre. On donne aussi des primes d'énergie renouvelable. On cible des marchés publics pour la durabilité des commandes publiques. Maintenant, dans le lancement des marchés publics, on va viser les répondants qui mettent en avant la durabilité. On offre aussi des garanties de crédit bancaire, des exonérations et des crédits d'impôt aux entreprises qui veulent investir dans le secteur des énergies renouvelables. Donc ainsi, le transfert et la diffusion de ces technologies en énergie renouvelable vers les pays d'Afrique subsaharienne réduiront les coûts des mesures d'atténuation et d'adaptation portant sur le changement climatique, bien qu'il puisse exister un arbitrage entre la diffusion des technologies et les incitations à l'investissement dans la production de ces technologies. Et là aussi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc comment nous approprier ces technologies-là, comment encourager la diffusion de ces technologies des pays dits développés vers les pays d'Afrique subsaharienne. Ça aussi, c'est une réflexion à mener et qui est déjà en cours. Un aspect que nous ne pouvons pas escamoter, c'est l'accès au financement. On peut avoir vraiment un bon programme de transition énergétique, mais comment le financer? Les sources de financement ne sont pas nombreuses, malheureusement, pour les pays de l'Afrique subsaharienne, surtout pour les infrastructures. Et selon la BAD, les besoins en infrastructures de toute l'Afrique sont compris entre 130 et 170 milliards par an. Et il faut mobiliser cet argent. Alors, ça c'est au niveau de la transition énergétique. Maintenant, de façon globale, parce que nous avons parlé donc des trois éléments, développement humain, nous avons parlé de la transformation structurelle, des capacités de production et puis la transition énergétique. Maintenant, pour mener des politiques macroéconomiques de façon globale, les voies que nous trouvons, que nous pensons en tout cas incontournables, c'est qu'il faut appuyer intensément l'investissement, accélérer l'expansion du secteur non agricole et importer massivement des technologies. Et vous voyez que cela relève du processus de transformation structurelle. Donc, déplacer la main-d'œuvre vers les secteurs non agricoles et importer massivement des technologies pour accroître les productivités. Il faut encourager de façon spécifique l'automatisation industrielle. Le défaut de personnel de qualité est compensable par l'automatisation et nous, en Afrique, nous ne prenons pas trop de risques par rapport à ça. Et pourtant, c'est une grande opportunité. Non seulement pour le pays, mais aussi pour les entreprises prises individuellement, parce que ce sera une opportunité d'investissement pour celles qui évoluent dans le développement technologique des machines automatisées. Donc, au lieu d'importer, nous pouvons former ici des ingénieurs qui mettront en place donc, ce type de machines. Mais c'est beaucoup plus en Afrique du Nord que c'est développé qu'en Afrique subsaharienne. Comment toujours devenir un grand marché pour se protéger des chocs? C'est par la numérisation des opérations économiques. C'est quelque chose qui est en train d'être mis en place, qui se développe beaucoup plus dans le sud de l'Afrique. Une forte numérisation des paiements donne un avantage concurrentiel aux entreprises qui sont à même d'adapter leur stratégie commerciale en fonction des comportements des demandeurs, parce que cette numérisation permet justement de saisir des aspects du marché. Surtout, c'est un grand marché. Donc, la technologie du numérique permet donc de comprendre, de saisir les dynamiques, les faits stylisés, les dynamiques donc de ces marchés. L'urbanisation aussi, il faut encourager l'urbanisation. L'urbanisation est la création de villes, sur des pôles de croissance des ventes immobilières et de leurs effets d'entraînement sur les autres
secteurs. Un autre élément, la mobilité et la connectivité. Il faut un bon réseau routier. Le réseau routier de l'Afrique subsaharienne comprend des corridors commerciaux stratégiques, donc depuis la production jusqu'au port d'exportation, dont la longueur totale ne dépasse pas 10 000 km et qui achemine par an environ 200 milliards de dollars de flux commerciaux. Vous voyez combien c'est important. Et la mobilité est un facteur de croissance fondamental pour un pays, surtout car cela lui permet de s'interconnecter et de se connecter au reste du monde. L'augmentation de la mobilité permet au pays d'aller plus vite et de rendre donc l'économie plus efficace avec la réduction des coûts. Il faut aussi, pour devenir un grand marché et se protéger des chocs, toujours investir, mais avec un fort financement interne. Donc, on encourage l'épargne interne, donc encourager l'investissement brut dans les usines, dans les biens d'équipement, le logement, les routes et autres services publics pour une expansion rapide de la capacité de production dans tous les secteurs. Mais là aussi, j'insiste, vraiment, il faut une forte mobilisation de l'épargne interne. Je vous remercie. Alors donc, concrètement, je vais essayer d'aborder quelques actions spécifiques qui ont été menées par les États membres de l'UEMOA, mais également par la Banque centrale, disons à deux niveaux. Le premier, c'est la riposte en 2020 contre la Covid et ses effets, j'allais dire, très très importants, ainsi que la relance économique qui a été engagée, comme l'a indiqué le conseiller du directeur général, à partir de 2021. Alors donc concrètement, le plan de ma présentation est celui-ci. Donc je vais, j'allais dire, survoler rapidement les premières actions qui ont été menées. Et ensuite, je vais aborder, disons, un tout petit peu plus en détail les actions de relance menées par les États et la Banque centrale et également quelques résultats macroéconomiques récents. Avant de conclure donc par les, disons, suggestions de politique économique que nous avons pour la consolidation de cette relance qui a déjà été entamée. Alors donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce qui s'est passé en 2020. Néanmoins, il faut quand même noter que c'est probablement l'un des événements les plus importants que nous aurons eu à vivre dans nos vies à chacun, il faut l'espérer, parce que c'était un choc assez inédit. De par sa soudaineté, de par son étendue et également de par, disons, son caractère un peu multiple, parce qu'il y avait beaucoup de crises dans la crise. Alors donc, pour faire face à cette situation totalement inédite, le professeur l'a dit dans sa présentation, la réaction des États, de la Banque centrale et d'autres institutions a réellement été à la hauteur. Au niveau des États, ils ont déjà essayé de mettre en place des mécanismes pour contenir la propagation de la maladie. Ensuite, pour en limiter les effets, non seulement sur les populations, mais également sur le tissu économique de nos États. Alors donc, la Banque centrale n'est pas demeurée en reste. Elle a vraiment vigoureusement accompagné ces mesures de politique qui ont été prises à plusieurs niveaux, avec des actions destinées aux États eux-mêmes, ensuite des actions visant les entreprises et d'autres qui étaient destinées plus aux populations de façon plus directe. Les autres institutions également de l'UEMOA ont, j'allais dire, apporté leur contribution à cette action. Alors, je m'en vais faire un petit focus sur un des instruments qui a été extrêmement populaire et puissant de la Banque centrale dans cette épreuve. C'est ce qu'on appelle les bons Covid. Alors, en fait, il s'agit d'instruments de trésorerie, des titres publics à 3 mois qui étaient renouvelables, mais qui avaient la particularité d'être, j'allais dire, accordés à des taux de refinancement très très faibles,
en particulier 2% seulement, et également qui avait la particularité, j'allais dire, d'être satisfait de façon complète. C'est-à-dire que toutes les demandes de refinancement des banques au titre des bons Covid étaient satisfaites. Donc ça veut dire que la liquidité qui a été fournie était substantielle. Le montant, il est là, c'est plus de 3 000 milliards qui ont été mobilisés par les États grâce à cet instrument sur moins de 9 mois, ce qui n'est pas rien. Donc globalement, ce qu'il faut noter, le conseiller du directeur général l'a dit, c'est que les pays de l'UEMOA quand même ont mieux résisté que beaucoup d'autres pays à travers le monde et surtout que les autres pays de l'Afrique subsaharienne, puisque globalement, disons, nous n'avons pas connu de contraction à l'échelle de l'Union, mais plutôt un fort ralentissement de la croissance, alors que de l'autre côté, vous voyez, c'était quasiment clairement une contraction de l'activité économique. Mais l'ambition des pays de l'UEMOA était en fait de faire de cette crise une opportunité non seulement de relancer, mais de relancer plus fort leurs économies et de retrouver rapidement les trajectoires de croissance que nous avions avant que la pandémie ne surgisse. Alors donc pour cela, les actions qui ont été engagées, nous les avons, disons, catégorisées en 4 groupes. Donc tout d'abord, il y a le renforcement du capital humain. C'est évident, la crise était d'abord d'origine sanitaire. Et donc ensuite, il y a le souci d'accélérer, le professeur l'a indiqué, la transformation structurelle dans nos pays. Et ensuite, il y a j'allais dire, ce chantier de la transition énergétique. Et enfin, la digitalisation, le professeur l'a également indiqué. En fait, la crise a été réellement une opportunité pour booster, j'allais dire, l'adoption à large échelle des technologies de l'information et de la communication. Alors, de façon spécifique, les actions engagées au sein des États de l'Union en matière de renforcement du capital humain ont comporté, disons, des actions de renforcement de la résilience des systèmes de santé. Vous avez, on a tous vu, hein, pour la couverture vaccinale, le vaccin de la Covid qui était vraiment très accessible et gratuit. Et donc, la forte résilience que nous avons eue a aussi, j'allais dire, est aussi liée à cet élargissement de la couverture vaccinale. On a beaucoup moins peur de la maladie parce qu'il y a quand même, j'allais dire, beaucoup de personnes se sont fait vacciner. Alors donc, également, il y a au niveau de l'éducation, on a vu, hein, même au niveau primaire, j'allais dire l'utilisation des moyens des technologies pour pouvoir, j'allais dire, dispenser les enseignements à tous les niveaux afin d'éviter justement cette rupture qui menaçait et en tout cas qui avait été prédit pour l'Afrique et finalement qui n'a pas eu lieu. Au niveau de la transformation structurelle également, vous êtes sûrement au courant récemment, pas plus tard qu'hier, il y a un des pays de l'Union qui a pu mobiliser plus de 15 000 milliards, en tout cas de promesses de financement, à l'appui de son plan national de développement. Et donc, le renforcement des infrastructures économiques est un des axes essentiels de ce plan-là. De même, la transformation structurelle passera certainement par l'amélioration du climat des affaires, avec des actions spécifiques qui ont déjà été prises dans plusieurs pays de l'Union pour lutter contre la corruption, mais également pour, j'allais dire, améliorer le dialogue entre l'État et le secteur privé avec des cadres de concertation spécifiques. Certains pays sont allés jusqu'à mettre en place des unités industrielles pour accélérer, j'allais dire, la transformation des matières premières agricoles qui sont exportées. Il y a également des actions spécifiques de soutien à la production
aux entreprises et à l'emploi qui sont en cours dans les États membres de l'Union. Au titre de la transition énergétique, je crois qu'il faut quand même le reconnaître qu'il y a, disons, un fort engouement ou un renouvellement, j'allais dire, de l'engagement des États dans cette direction, avec récemment dans un des pays de l'Union la signature de convention pour, j'allais dire, l'énergie éolienne pour une capacité de plus de 250 mégawatts. C'est l'une des plus grandes centrales qui doit être construite en Afrique subsaharienne, et ce serait dans l'un des pays de l'UEMOA. Il y a également les problèmes de distribution de l'énergie électrique. Les experts le connaissent très bien, c'est que il y a beaucoup de pertes de réseau souvent dans nos pays qui font que l'énergie produite n'arrive pas à destination. Et donc, il y a une capacité qui est installée, mais l'énergie qui est délivrée aux consommateurs, en termes de pourcentage, est beaucoup plus faible. Et donc, pour limiter ces pertes, certains pays de l'Union effectivement investi dans ce qu'ils appellent les smart grids. Donc, ils appellent ça réseau intelligent, c'est pour minimiser ces pertes-là. Le professeur l'a également indiqué, il y a la biomasse, hein, la valorisation des déchets agricoles, qui est également, en tout cas en milieu rural, ça peut être quelque chose de très très efficace pour électrifier les ménages. Alors, enfin, il y a, j'allais dire, la digitalisation et, j'allais dire, la mise à contribution des innovations financières. Le fait que les gens ne pouvaient pas se déplacer, le fait que, à cause du confinement et tout ça, j'allais dire, le volume des transactions par les mobile money a fortement augmenté en 2020. Et cette augmentation a beaucoup été favorisée par des mesures spécifiques qui ont été prises au niveau des États pour relever par exemple le plafond des dépôts qu'on pouvait faire et faciliter, baisser les coûts des transactions pour que les populations puissent utiliser de façon, j'allais dire, beaucoup plus importante ces innovations-là. Il y a également des actions qui ont été menées pour renforcer l'écosystème du numérique dans plusieurs pays, ainsi que il y a également des initiatives. Le professeur l'a dit, la mobilisation des ressources internes est quelque chose de fondamental. Je peux vous dire que dans beaucoup de cas, les États perdent des ressources à cause de la difficulté qu'ont les contribuables à s'acquitter de l'impôt. Et donc, mettre en place des dispositifs, disons, électroniques qui peuvent permettre aux gens de payer leurs impôts par téléphone en restant dans leur boutique ou à la maison ou dans leur bureau, sera effectivement une source très importante pour accroître la mobilisation des ressources internes dans les États. Alors donc, quid de la BCEAO? Alors, comme je l'ai indiqué, au moment de la riposte en 2020, la BCEAO avait, j'allais dire, vigoureusement accompagné les États, mais cet accompagnement s'est poursuivi pour la relance économique également, avec la mise en place d'instruments spécifiques dédiés à l'accompagnement de la relance. L'un de ces instruments, ce sont les obligations de relance, qui ont la particularité d'être refinançables à un taux de 2%, à 2,25% maintenant, au guichet de la Banque centrale, un guichet spécifique qui est dédié à cela. Et l'une des, j'allais dire, avancées que cet instrument a permis, c'est le rallongement de la maturité des titres publics émis par nos États. Alors donc, on a pu émettre l'année dernière des titres jusqu'à 15 ans de maturité, ce qui est une nouveauté pour notre marché des titres publics. Alors donc, à ce jour, cet instrument a permis aux États de mobiliser plus de 3600 milliards de francs CFA pour, j'allais dire, financer
leurs actions de relance. Alors pour, disons, le court terme, il y a également les bons de soutien et de résilience qui sont également un instrument qui présente les mêmes conditions favorables de refinancement au niveau d'un guichet également dédié, le guichet de soutien et de résilience, et à ce jour qui a permis donc de mobiliser environ 900 milliards de francs CFA. Et enfin, la Banque centrale a consenti de rétrocéder aux États membres plus de 1300 milliards de francs CFA, équivalent donc à la contre-valeur de l'allocation générale de DTS au profit des États. Alors donc, non seulement la rétrocession a été faite, mais si vous voyez les conditions, c'est vraiment, ça frôle la subvention, comme vous pouvez le voir, avec une maturité de 20 ans et surtout un taux d'intérêt de 0,05%. Alors donc, c'est pas la peine de vous dire que tous les États ont pris leur part dans ce financement. Et donc, il y a également l'avantage, j'allais dire, de prendre une part des besoins de financement des États auprès du système bancaire afin d'éviter tout risque d'éviction à ce niveau-là. Alors, en termes de résultats, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous voyez, hein, la courbe est en V, donc on a pu limiter, disons, le choc à l'année 2020, en tout cas pour le moment. Donc la reprise a eu lieu et elle se poursuit avec un taux de croissance prévu à 6,3% en 2022. Néanmoins, j'allais dire, la résilience et la relance a eu quand même un coût qui commence à peser un peu, avec des déficits budgétaires qui restent assez élevés. N'oublions pas que tous les pays de l'UEMOA sont engagés dans des programmes d'intégration monétaire et avec des critères de convergence macroéconomique. Et en ce qui concerne le déficit, le plafond devrait être à 3%. Dans le cadre de la monnaie unique de la CEDEAO, par exemple, eh bien, il était prévu que les États reviennent à 3% à partir de 2024. Mais avec l'orientation actuelle, il y a des risques que 2023 ne suffise pas pour ramener les États à 3%. Si des actions spécifiques et énergiques ne sont pas menées. L'autre problème qui devient également de plus en plus pressant, c'est l'inflation. Comme vous le savez, dans notre zone, 5%, 7%, 10% d'inflation, ça veut dire qu'il y a problème sérieux. Et donc, malheureusement, dans certains pays de l'Union, à fin mars, fin mai, les taux d'inflation qui sont enregistrés frôlent les 2% déjà, les deux chiffres déjà. Alors donc, en raison de cela, la Banque centrale a commencé à réorienter sa politique monétaire, comme l'a indiqué le conseiller du directeur général tout à l'heure, pour limiter justement pour freiner cette dynamique inflationniste. Alors, en termes de recommandations, je vais aller très vite. Il est impérieux, comme cela a été indiqué plus tôt, que les ressources internes soient, j'allais dire, renforcées pour financer, disons, une relance économique et surtout une transformation structurelle de nos économies. Ensuite, il y a la nécessité de développement de l'éducation et de la recherche, le capital humain. Le professeur l'a indiqué tout à l'heure, c'est vraiment un passage obligé qu'il faudrait, j'allais dire, prendre, sur lequel il faudrait encore mettre l'accent pour permettre réellement à nos économies d'avancer de façon beaucoup plus sûre. Alors, il y a également le climat des affaires. On ne le dira jamais assez quand vous voyez les différents indicateurs qui existent. C'est vraiment, ça reste un champ
un champ de progrès assez important. Donc il faut que les États continuent leurs efforts dans ce domaine. La stabilité politique, le climat sécuritaire, je crois que l'importance de ces deux aspects n'est pas à démontrer, n'est-ce pas? Néanmoins, peut-être un biais professionnel m'oblige à mettre l'accent sur le renforcement de l'intégration régionale, qui est un élément essentiel. En particulier, le professeur l'a dit à la fin de sa présentation, si nous voulons créer un espace économique suffisamment vaste pour nos entreprises, il faut nécessairement renforcer l'intégration régionale, en particulier commencer déjà à appliquer les textes que nous avons et limiter le recours aux mesures arbitraires. Et également, nous avons des outils comme le texte CEDEAO et surtout maintenant la ZLECAf, qui a un accord qui a été signé par tous les États membres de l'UEMOA et qui a été ratifié quasiment par la quasi-totalité des pays de l'Union. Maintenant, il faudrait accélérer la mise en œuvre de cet accord pour permettre à nos économies de s'épanouir de façon beaucoup plus inclusive et de façon globale. Ce sont les quelques points que je voulais ajouter pour, comme je l'ai dit, vous aider à atterrir en douceur après les deux brillantes présentations qui m'ont précédé. Je vous remercie.